Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce qui est déjà le 4e épisode des Chroniques de Motor City. Alors, les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Detroit Pistons. Vous le savez, ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Winston, bienvenue à bord et je serai votre guide pendant ce voyage. Alors, depuis le début de ce podcast, donc les 3 premiers épisodes, je ne vous avais pas encore parlé des Bad Boys. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Eh bien, pour ceux qui ont déjà écouté depuis le début, soyez récompensés, c'est pour aujourd'hui. De toute façon, je n'allais pas parler longtemps de l'histoire des Pistons sans aborder cette équipe double championne NBA 89 et 90. Et en fait, même l'organisation des Pistons capitalise encore beaucoup sur leur succès. Ils ont fêté cette année les 30 ans du titre 89 en grande pompe. Donc les Bad Boys, c'est des noms qu'à peu près tout le monde, vous tous, vous connaissez. Même les jeunes générations. Les Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Joe Dumars, tous les autres. Ils sont respectés et connus principalement pour avoir fait partie de cette équipe-là. Même s'ils ont changé de franchise plus tard, ils sont principalement connus pour avoir fait partie des Bad Boys. Du coup, faire partie de cette équipe de teigne, ces espèces de guerriers, de gars juste borderline qui dépassaient tout juste les limites. Juste assez pour faire dégoupiller leurs adversaires en gros. Et en fait, si vous êtes fan des Pistons, vous devez forcément les adorer. Et si vous êtes fan d'une autre équipe, genre au hasard les Bulls, eh bien vous devez forcément les détester. Eh bien, puisqu'on parle pour la première fois des Bad Boys sur ce podcast, j'ai décidé pour l'épisode d'aujourd'hui qu'on allait s'intéresser à la construction de cette équipe légendaire. On va essayer de comprendre ensemble comment ces gars-là, c'est Thomas, c'est Dumars, c'est Mahorn, tous les autres, ils sont arrivés dans la Motor City. On va commencer à partir de l'année 81, qui marquera la draft d'Isaiah Thomas. On va traverser toutes les années 80 pour s'arrêter juste avant le premier titre des Bad Boys, en 1989. Et il y a un nom qui reviendra souvent dans notre histoire, c'est celui de Jack McCloskey, qui était le GM des Pistons à l'époque, et qui a été surnommé Trader Jack. Parce qu'en fait, l'histoire des Pistons, l'histoire des Bad Boys, s'est montée principalement à coups d'échanges et de paris, mais beaucoup d'échanges. Allez, on y va. Je vous l'ai dit, parler de la construction des Bad Boys sans parler de Jack McCloskey n'aurait pas beaucoup de sens. Ce nom, vous le connaissez peut-être pas, mais sans lui, il n'y aurait pas eu tous ces Isaiah Thomas à Détroit, Bill Laimbeer, Dennis Rodman. Enfin, les joueurs auraient peut-être eu une carrière grâce à leur talent, mais ça ne serait pas passé comme ça, et en tout cas, il n'y aurait pas eu les Bad Boys. Jack McCloskey, il devient GM des Pistons en décembre 1979. Et à l'époque-là, les Pistons sont clairement nuls. C'est la fin de l'ère Bob Lanier, qui sera d'ailleurs tradé très peu de temps après la prise de poste de McCloskey, contre Kate Benson, un pivot qui faisait à peu près du 15 points, 8 rebonds sa meilleure année. Ce n'est pas le premier trade qu'a réalisé McCloskey, mais en fait c'est peut-être le départ de quelque chose. Et tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui ont été obtenus par McCloskey, soit par la draft, soit par des trades. Et en fait, entre janvier 1980 et février 1989, donc un peu moins de 10 ans, Jack McCloskey, en tant que GM des Pistons, va faire exactement 90 mouvements, signatures ou échanges, et la presse va d'ailleurs lui trouver un petit nom grâce à ça, Trader Jack. Allez, on commence avec le premier mouvement, celui qui sera fondateur pour la création des Bad Boys, c'est la draft d'Isaiah Thomas, avec le 2e pick en 1981. En fait, la première saison, c'est de la reconstruction pour les Pistons, qui se tapent un bilan assez pourri de 21 victoires pour 61 défaites. Et à la loterie, Détroit prend le 2e choix, juste derrière les Mavs. C'est la 2e draft de McCloskey comme GM, et au moment de choisir la base de son nouveau projet, il a en gros 3 énormes prospects
qui sont promis un grand avenir. Donc, il y a l'ailier Mark Aguirre, qui a été nommé meilleur joueur universitaire en 1980. Il y a Buck Williams, qui est une espèce d'énorme rebondeur. Et donc, Isaiah Thomas, champion NCAA avec Indiana, et d'ailleurs nommé meilleur joueur du tournoi. Alors, les Mavs, avec leur premier choix, ils ont bien envie de prendre Thomas. Mais en fait, l'histoire dit que leur entretien s'est très mal passé. Thomas n'a pas du tout envie d'aller dans le Texas, et va même jusqu'à refuser de porter un chapeau de cow-boy pour une photo. Du coup, Dallas est un peu refroidi et va complètement passer sur Thomas et se rabattre sur Mark Aguirre. Les Pistons, donc, arrivent deuxième et peuvent donc tout à fait choisir Thomas. Mais Thomas n'a pas non plus envie d'aller à Détroit. Et en fait, ce qu'il aimerait, c'est jouer dans sa ville natale de Chicago. Sauf que les Bulls, ils choisissent en 6e et il est quasiment impossible qu'Isaiah descende si bas. Mais pendant son workout avec les Pistons, il va aller voir McCloskey et va lui dire qu'il n'a aucun joueur dans son équipe. Et ce à quoi il lui répondra que c'est vrai, mais qu'il irait les chercher. Et il commencera par lui. Donc le 9 juin 1981, les Pistons sélectionnent bien Isaiah Thomas avec leur deuxième choix. Et lors de cette même draft, Détroit, qui a également le choix 12, va choisir Kelly Tripucka, qui sera un excellent attaquant, un ailier qui ne passera jamais sous la barre des 20 points lors de toutes ses saisons à Détroit, et qui sera toujours parmi le premier ou les deux premiers meilleurs scoreurs de l'équipe. Si à ce stade de l'histoire, le nom de Tripucka ne vous dit rien, si vous ne l'imaginez pas avec les Thomas, les Dumars, les Rodman, les Laimbeer, etc., c'est normal. C'est parce qu'il n'a pas fait partie des Bad Boys à la fin. Il n'a pas gagné le titre en 89. Et ça, c'est important parce que McCloskey et l'organisation des Pistons à l'époque n'avaient pas peur d'essayer et de casser si ça ne marchait pas. On aura l'occasion d'en reparler, mais le développement de Tripucka est de toute façon important pour la construction des Bad Boys. Et de toute façon, en 81, en une seule journée, ils ont récupéré 2 jeunes très prometteurs. Ensuite, on arrive en novembre 81, et les Pistons vont réussir un nouveau gros coup en montant un premier trade important qui envoie Greg Kelser, un genre d'ailier fort très correct mais assez fragile, à Seattle contre Vinnie Johnson. Alors en aparté, Greg Kelser, le nom vous le connaissez peut-être, c'est lui qui commente actuellement les matchs des Pistons avec Georges Blaha pour Fox Sports ou le League Pass chez nous. Voilà. Et Vinnie Johnson, bon ben là je présente pas, vous connaissez forcément, c'est celui qui sera l'arrière 6e homme, gros scoreur pendant de très longues années. Bon ça y est là, après Isaiah Thomas, Vinnie Johnson, c'est des noms que vous commencez à connaître. Et maintenant on va parler de celui que vous attendez sûrement tous, votre préféré, Bill Laimbeer. Au cours de la saison 81-82, les Pistons vont réaliser un nouveau trade pour ajouter donc Laimbeer à leur roster. En février 82 précisément, Détroit va monter un trade avec Cleveland et va envoyer Phil Hubbard, Paul Mokeski et un premier tour de draft et va récupérer Kenny Carr et Bill Laimbeer. Bon, nous, en 2019, là, on sait l'importance qu'aura Bill Laimbeer chez les Bad Boys. Mais je dois vous dire qu'à l'époque, les journalistes, la presse, pensent que les Pistons ont réalisé ce trade pour récupérer d'abord Kenny Carr. Kenny Carr, c'est un joueur qui fait environ 15 points, 10 rebonds en 30 minutes à Cleveland, alors que Laimbeer, c'est un obscur pivot du bout du banc qui joue à peine 17 minutes pour 6 points de moyenne. Sauf que les Pistons, eux, ils ont déjà compris que Laimbeer est important, qu'il est le joueur qu'il leur fallait exactement à ce stade de la construction du roster. Et d'ailleurs, dès le trade, Laimbeer va devenir le pivot titulaire de Détroit, va finir la saison titulaire, il va doubler son temps de jeu, à l'inverse de Carr, qui va être sur le banc et qui va être envoyé dès le mois de juin, renvoyé à Portland contre un premier tour de draft. Et il y a un truc sympa, une anecdote sympa à raconter à propos de ce trade. Au départ, le propriétaire des Cavs, Ted Stepien, n'est pas du tout vendeur, il ne veut pas faire ce trade. Mais Ted Stepien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gars qui fait partie des pires dirigeants de l'histoire. Avec lui, les Cavs ont connu 66 victoires pour 180 défaites. Et en fait, sa gestion était tellement horrible, notamment au niveau des choix de draft qu'il échangeait contre n'importe quoi, que la NBA a carrément inventé une règle, la Stepien Rules, pour éviter qu'une franchise puisse échanger des tours de draft sur 2 années consécutives ou au-delà de 7 ans. Donc c'est pour vous dire le niveau du mec. Bref, Stepien n'est pas vendeur, il refuse toutes les propositions des Pistons, jusqu'au moment où Détroit ajoute dans le package Mokeski, qui pèse 3 points de moyenne en 13 minutes. Mais en fait, Mokeski est d'origine polonaise. Et apparemment, Stepien, lui-même d'origine polonaise, était tellement fan des joueurs qui avaient la même origine que lui, que ça lui faisait accepter n'importe quoi.
Et c'est comme ça que Bill Laimbeer est arrivé à Détroit. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Avec la venue de Laimbeer, les Pistons commencent enfin à ressembler à quelque chose. Et en plus, la saison suivante, l'entraîneur Chuck Daly débarque pour aider Détroit à se construire une identité de jeu. Mais par contre, on garde ça pour plus tard, on lui consacrera un podcast entièrement dédié. Toujours est-il qu'en 84, les Pistons retrouvent enfin le play-off. Alors, ils se font éliminer au premier tour 3-2 par les Knicks, mais ça y est, il y a du mieux. Et avec Thomas Tripucka, Johnson et Laimbeer, les bases des Bad Boys sont là. Par contre, pendant cette période, McCloskey, lui, il n'a pas perdu son temps. Et il a continué à monter des trades. Et la pièce qu'il a le plus de mal à ajouter au roster, c'est un 4. Un complément à Bill Laimbeer dans la raquette. Cette équipe, elle est dans la conférence Est, avec toutes les équipes qui ont des raquettes solides. Boston, les Knicks, etc. Alors en 84, les Pistons essayent, et je dis bien essayent, c'est important, Dan Runfield, qui est un intérieur qui tourne en double-double depuis 6 saisons à Atlanta. En échange, ils envoient Antoine Carr, c'est pas le même Carr que tout à l'heure, c'en est un autre, il faut suivre, ainsi que Cliff Livingston. Mais en fait, un an plus tard, Runfield, ça n'a pas pris. La greffe, ça n'a pas pris du tout. Les Pistons sont en progression, ils passent un tour de play-off, mais en demi-finale de conférence, Runfield n'a pas fait du tout le poids face à McHale. Détroit a perdu 4-2 contre les Celtics, et cette série a convaincu le front office que Runfield n'est pas l'intérieur qu'il faut aux futurs Bad Boys. Et donc en fait, après une seule saison, et seulement 56 matchs joués, il y a un nouveau trade qui envoie Dan Runfield à Washington contre Mike Gibson, mais surtout Rick Mahorn en juin 85. Ce que je vous ai dit au début de ce podcast, je vous ai parlé de Tripucka, mais j'aurais pu aussi vous parler de Runfield. Pour la construction des Bad Boys, McCloskey n'a pas du tout hésité à multiplier les trades. Jusqu'à ce que ça marche en fait. Tout ce qui ne marche pas, il n'y a pas de sentiment, on jette. La saison de Runfield, la saison 84-85, elle n'est pas si mal. Mais en fait, les Pistons se sont dit que ça ne marcherait pas, c'était pas lui qu'il fallait. Mais par contre, ils n'étaient pas non plus impatients. Parce que Mahorn, joueur à qui ils avaient une grande confiance, ça n'a pas forcément marché dès le début pour lui. Sa première saison, il ne joue seulement que 12 matchs titulaires et seulement 6 la deuxième. Pourtant, ces 2 saisons-là, un peu perdues par Mahorn, elles sont hyper importantes dans le développement des Pistons. Mais l'équipe lui fait confiance. Et même s'il n'est pas dans la forme de sa vie, elle attend, ils travaillent ensemble. Et au bout d'un moment, il a une énorme perte de poids. Et il devient enfin le complément qu'on attendait à Bill Laimbeer. Toujours en 85, le lendemain de la signature de Mahorn, les Pistons mettent une nouvelle fois la main sur un joueur capital pour les futurs Bad Boys. On retourne dans la draft cette fois-ci, la draft donc 1985, avec le 18e choix. Et les Pistons sélectionnent Joe Dumars. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 15 autres équipes, puisque les Mavs choisissaient 3 fois, qui ont laissé passer le gars qui deviendra MVP des finales et le complément parfait d'Isaiah Thomas. Les Pistons, eux, ils avaient remarqué Dumars dès décembre 1984 lors d'un tournoi NCAA à Las Vegas. Il cochait absolument toutes les cases de ce qu'il voulait. Mais en fait, à part à Détroit, la cote de Dumars, elle n'est pas super élevée. Ce qui fait qu'il a donc été disponible en 18. Et pour info, McCloskey, lui, a pris un gros risque en le choisissant, puisque le propriétaire des Pistons, ainsi que plusieurs autres actionnaires, voulaient qu'il choisisse Sam Vincent, qui était le meneur star de la fac voisine de Michigan State. On avance encore dans le temps, et un an plus tard, une nouvelle fois à la draft, donc la draft 1986, les Pistons vont ajouter 2 joueurs à leur effectif des Bad Boys. Les Pistons, ils ont 2 picks. Ils ont le 11e au premier tour et le 27e au deuxième tour. Et ils ont déjà identifié leur cible. Ils veulent John Salley et Dennis Rodman. Et c'est Rodman leur principal objectif. Ils étaient d'ailleurs même prêts à le choisir en 11. Sauf que là, pour le coup, ils vont être assez gourmands. Ils veulent aussi Salley, qui ne sera pas du tout disponible en 27. C'est impossible. Donc, le front office va prendre ce qu'ils ont appelé après un risque calculé. Ils vont miser sur le fait que Rodman, il joue au basket dans une toute petite fac, Southeastern Oklahoma State University, une fac de seconde zone, et se dire qu'en gros, personne ne pense à lui. Donc, pendant les semaines avant la draft, ils vont sonder toutes les équipes et tous les recruteurs pour connaître un peu les cibles. Si le nom de Rodman il sort,
ils prennent pas de risque et le sélectionnent en 11 et diront adieu à John Saleh. Par contre, si personne n'est intéressé par Dennis Rodman, ce qui est le cas, ils choisissent Saleh en 11e et Rodman en 27e, ce qui est aujourd'hui un des plus gros styles de l'histoire de la draft. Et du coup, en 1986, les deux joueurs débarquent dans l'effectif des Bad Boys. Mais quelques jours plus tard, il va y avoir un autre mouvement qui va cette fois changer définitivement le visage de Détroit. Alors, je dis définitivement, mais presque. L'équipe là, elle commence à être pas trop mal. On a Isaiah Thomas, Joe Dumars à l'arrière, on a Bill Laimbeer et Mahorn dans la raquette, Kelly Tripucka à l'aile, et en sortie de banc, Vinnie Johnson, qui va être renforcé donc par les deux draftés, Rodman et Saleh. Sauf qu'en fait, Chuck Daly est pas trop content de son équipe qui vient de se faire sortir, voire même éclater par les Hawks au premier tour des playoffs 86. En fait, il faut savoir qu'avant de devenir les Bad Boys qu'on connaît, les Pistons c'était une équipe super plaisante à voir jouer et pas du tout solide en défense. Donc du coup, en août 86, un nouveau trade est mis en place. Il va envoyer Kelly Tripucka, présent depuis 1981, drafté la même année qu'Isaiah Thomas, ainsi que Ken Benson à Utah contre Adrian Dantley, qui a 30 ans, contre 27 pour Tripucka, et qui a été déjà 6 fois All-Star à Salt Lake City. On est dans ce stade crucial du développement d'une équipe, où les Pistons sont presque les Bad Boys, et qu'ils ont absolument besoin de passer le cap supérieur. McCloskey le dira d'ailleurs lui-même après, échanger Tripucka, c'est l'un des mouvements les plus compliqués qu'il a eu à faire dans toute sa carrière. Mais par contre, en fait avec Dantley, Détroit devient une équipe vraiment solide, avec une défense au périmètre qu'il n'avait pas les autres années. Et en 87, les Pistons passent de 46 victoires à 52. Adrian Dantley est leur leader offensif et défensif extérieur de l'équipe, qui ne concède désormais plus que 107 points par match contre 113 l'année précédente. Les Pistons atteignent enfin les finales de conférence. Bon, ils échouent encore contre Boston, cette fois-ci au Game 7, mais ça y est, ils sont en passe de devenir des prétendants au titre. I'm a bad boy. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come? Allez, il ne me reste plus que 2 mouvements à vous raconter avant que les Pistons deviennent définitivement les Bad Boys. Et on va commencer par le trade monté par Détroit en février 88, où les Pistons envoient Ron Moore pour récupérer James Edwards. Lors de la saison 88, James Edwards, surnommé Bouddha, a 32 ans et il passe un peu inaperçu dans une équipe des Suns très faible. Il fait ses stats, mais c'est un joueur vieillissant, pas trop coté. Sauf que, 11 ans plus tôt, au début de la saison 1977, alors qu'il n'est que rookie du 3e tour des Lakers, James Edwards a la possibilité de débuter presque une vingtaine de matchs pour remplacer Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur pivot de la NBA à l'époque, qui s'est blessé. Du coup, cet intérim complètement inattendu se passe plutôt bien. On dit que le joueur est pas trop mal, et d'ailleurs les Lakers en profitent pour le trader pas longtemps après. Mais qui était jeune assistant aux Lakers à cette période, à votre avis ? Eh bien oui, Jack McCloskey. Du coup, Jack McCloskey sait exactement quel joueur est Edwards, quels sont ses avantages, et tout ce qu'il pourrait apporter à cette toute jeune équipe des Bad Boys. James Edwards sera d'ailleurs capital pour permettre aux Pistons de battre enfin les Celtics en 88 et d'accéder aux finales NBA qu'ils attendaient tant. D'ailleurs, Détroit passera même à 2 doigts d'être champion, ou plus précisément à une faute imaginaire au Game 6, mais cette histoire on se la garde pour un autre jour. Donc en 88, les Pistons ont échoué de très peu, et l'année d'après, donc en 89, ils veulent absolument retourner en finale, mais au lieu de jouer la stabilité qu'on attendait, ils vont réaliser un dernier énorme trade. Un trade gagnant, nous on le sait. Mais à l'époque, c'est un vrai pari. En février 89, en pleine saison, Détroit échange son meilleur scoreur, Adrian Dantley, contre Mark Aguirre, l'ailier fort des Mavericks. Alors, vous vous demandez comment on a pu arriver là. Comment une équipe qui a 2 doigts de toucher le titre l'année précédente échange quasiment son meilleur joueur ou au moins son meilleur scoreur. Mais en fait, tout commence quelques semaines plus tôt. Chuck Daly, le coach, remarque qu'il y a une sorte de fissure dans l'équipe. Il y a un problème entre Adrian Dantley et le reste des meneurs de l'équipe. Dantley commence à montrer des signes de mécontentement sur la place qu'on lui donne. Il ne veut pas rester dans l'ombre du collectif et veut vraiment que les Pistons soient son équipe. Daly McCloskey essaye immédiatement de résoudre le problème, mais se heurte à un mur.
Et puisqu'il y a un vrai risque que le groupe éclate, les Pistons ne prennent aucun risque et contactent 2 jours plus tard seulement Dallas pour monter cet échange Dantley-Aguirre. Par contre, à l'époque, la presse, le public, qui ne sont pas au courant des problèmes internes, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'insider, etc., ne comprennent pas du tout les raisons de cet échange qui restera pendant quelques temps assez controversé. Détroit n'avait pas le choix dans tous les cas, mais par contre, ce trade de Dantley sera la dernière pierre qui fera des Pistons les Bad Boys. Après ça, Isaiah Thomas deviendra le leader incontesté, mais de manière naturelle, sans trop chercher à tout faire tourner autour de lui, comme un peu voulait le faire Dantley. Le jeu sera plus fluide, plus collectif, la menace viendra de partout. Il y aura aussi Dennis Rodman qui en profitera, qui deviendra le gars qui finit les matchs, ce qui était compliqué avec Dantley. Et puis avec Aguirre, Détroit récupère un joueur énergique, discipliné, justement capable de s'effacer en fin de match et qui mettra ses points sans jamais se plaindre. C'est exactement ce qu'avaient besoin les Pistons pour être champions. En 81, la draft d'Isaiah Thomas et de Kelly Tripucka. En 82, les trades de Vinnie Johnson et de Bill Laimbeer. En 85, le trade de Mahorn et la draft de Dumars. En 86, la draft de Saleh, de Rodman et le trade de Dantley. En 88, le trade de James Edwards et en 89, celui de Mark Aguirre. En moins de 10 ans et à coup d'échanges bien sentis et de bons pics de draft, les Pistons se sont construits une équipe qui restera dans les mémoires, les Bad Boys. Nous aurons plusieurs fois dans ce podcast l'occasion de reparler des Bad Boys, mais je voulais d'abord vous raconter la manière dont ils se sont construits. Ceci est aussi mon hommage à ce grand homme qu'était Jack McCloskey, GM des Detroit Pistons de 1979 à 1992 et décédé à 96 ans en 2017. Cette chronique touche maintenant à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sous Android. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de parler de ce podcast autour de vous et merci de vos notes Apple Podcasts, c'est toujours très important. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.